Donc, on va discuter un petit peu la biologie du cancer et pour dire que le dosage des marqueurs tumoraux s'inscrit dans une démarche globale de diagnostic qui commence par le bilan clinique, radiologique, endoscopique et histologique et ensuite il y a la biologie. Il faut rappeler que le diagnostic en oncologie, c'est un diagnostic anatomopathologique, il n'est pas biologique. Donc, la prise en charge du cancer, elle est multidisciplinaire. Alors, quels sont ces marqueurs tumoraux qu'on dispose? Alors, ça peut être, en fait, c'est comme la majorité des marqueurs, ce sont des protéines, sont sécrétés par la tumeur. La majorité des marqueurs tumoraux est d'intérêt clinique avéré. Ce sont des antigènes oncofétaux comme la CE. Il peut s'agir d'hormones comme la CG et la calcitonine. Il peut s'agir aussi d'enzymes comme les phosphatidylcholine NSE. Il peut s'agir aussi d'antigènes d'extrait des tumeurs. Ils sont aussi le témoin d'une réaction de l'hôte à l'envahissement tumoral. Ils sont non spécifiques d'une pathologie tumorale. C'est l'exemple de la ferritine, de la bêta-2 microglobuline et de la thyroglobuline. Il peut s'agir aussi de marqueurs tissulaires qu'on extrait après exérage chirurgical, soit par immunohistochimie, soit par biologie moléculaire et par PCR ou séquençage moléculaire. Alors, quels sont ces marqueurs tumoraux? Qu'est-ce est l'intérêt des marqueurs tumoraux? Donc, un marqueur tumoral n'est pas un moyen de dépistage d'un cancer, sauf dans le cas de PSA, pour le cancer de prostate. C'est le seul marqueur qu'on peut demander pour dépister un cancer. Le cas de la calcitonine et la thyroïde, notamment dans les carcinomes médulaires de la thyroïde, surtout pour les familles à risque. Et le cas de l'alpha-fétoprotéine qui est demandé pour le suivi pour le dépistage des hépatocarcinomes, notamment dans le cas des cirrhoses, dans les hépatites virales B et dans les hépatites virales C. Donc c'est essentiellement un élément contribuant au diagnostic. Il peut parfois, mais dans de rares cas, vous aider à chercher en fait la tumeur primitive et ça c'est exceptionnel devant une altération générale. On n'arrive pas à avoir un diagnostic, on peut, et là on va, c'est pas un jeu, on peut demander quelques marqueurs, notamment les marqueurs digestifs, mais c'est pas une preuve. La preuve est toujours anatomopathologique. Donc il faut interpréter ces marqueurs en fonction de la clinique et surtout de l'imagerie qui est beaucoup plus performante pour le diagnostic en oncologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut exiger de ce marqueur pour qu'il soit un marqueur idéal? Donc, ça doit être une molécule qui doit être synthétisée par la tumeur. Elle doit être différente des molécules produites par les tissus sains. Elle doit être différente selon l'organe d'origine. Donc, en fait, ça peut nous orienter vers un organe, d'où ce qu'on appelle doit être spécifique d'organe. Il doit être relargué par la tumeur dans les milieux accessibles, notamment pour le dosage. C'est le cas dans le sérum, dans les urines. Détectable à très faible concentration, et c'est la sensibilité de ce marqueur. Et la concentration doit refléter un petit peu l'évolution de la masse tumorale. Donc, il ne doit pas donner aussi de faux positifs ni de faux négatifs. En résumé, ce marqueur idéal n'existe pas actuellement. Il n'y a pas un marqueur idéal. Donc, ces critères, il n'y a pas un marqueur tumoral que vous avez en biologie qui peut répondre à ces critères. Donc, le marqueur idéal doit être spécifique, donc absent du tissu, d'organes sains et non exprimé par un autre tissu. Il doit être sensible pour pouvoir permettre un dépistage de la population atteinte, son taux en relation avec la taille et l'agressivité de la tumeur et prédire les rechutes. Son taux doit diminuer avec l'efficacité thérapeutique. Ça, c'est un élément qui est important. C'est ce qu'on exige maintenant de marqueurs tumoraux, c'est de nous renseigner au moins sur la cinétique et la réponse au traitement. Donc, c'est un marqueur rare. Donc, aujourd'hui, ce qu'on cherche, un compromis entre la sensibilité et la spécificité du marqueur. Alors, à l'exception de l'ACG chez l'homme, qui n'existe pas de marqueur spécifique de tumeur, donc l'ACG dans les tumeurs testiculaires de l'homme, il est spécifique. Donc, si vous avez une tumeur testiculaire, vous dosez l'ACG, surtout l'ACG libre, pas le bêta-ACG, que demandez chez la femme enceinte, ça peut vous orienter vers une tumeur germinale testiculaire. Donc plutôt on parle de molécules dont la présence à forte concentration est associée à une tumeur probable. Donc il n'y a pas de marqueur spécifique, mais on dit que ce sont des molécules dont la présence à forte concentration est associée à une tumeur probable. Donc il y a une probabilité. Donc c'est quoi ce compromis entre sensibilité et spécificité? En fait, c'est déterminer en fait ce seuil décisionnel. À partir de ce seuil, on peut dire que le marqueur est positif. Donc vous voyez, il y a une médiane. Donc c'est un seuil, en fait, c'est une valeur du marqueur. Au-dessus de cette valeur, le marqueur est positif. En dessous, le marqueur est négatif. C'est important. Donc c'est un compromis qu'il faut chercher, que les firmes qui produisent les réactifs essaient de démontrer selon les populations. Donc si on a cette médiane, donc les valeurs au-dessus sont positives, les valeurs en dessous sont négatives. Alors si on dévie cette médiane en bas, donc si on dévie cette médiane en bas, on va prendre à tort des sujets qui étaient négatifs, on va les prendre comme des faux positifs.
À l'inverse, si on divise cette médiane de l'autre côté, on aura plus, enfin, on aura à traiter des sujets qui sont atteints, on va les considérer comme sains. Donc la notion de seuil, c'est un compromis entre spécificité et sensibilité du test. Donc du fait de cette variabilité biologique et de la production basale de marqueurs tumoraux non liés au cancer, donc le compromis qu'on a retrouvé, et là il est bien dessiné, c'est une médiane, et là il y a un chevauchement des distributions des deux populations, population saine, les individus sains, les individus atteints. Et vous voyez, il y a ce chevauchement, là on a des faux négatifs, enfin c'est des patients qui sont atteints, et qui sont considérés par ce dosage de ce marqueur comme faux négatifs. À l'inverse, des sujets sains et qui sont considérés comme positifs, ce sont des faux positifs. Donc c'est une notion qui est très importante. Deuxième notion, c'est cette corrélation entre le taux du marqueur tumoral et la masse tumorale. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que le fait d'avoir un taux élevé d'AFP par exemple ou d'ACE, est-ce que ça nous renseigne sur la... Alors l'exemple est bien illustré. On aura pour le même taux, en fait, pour la même valeur de marqueur, alors il peut s'agir d'une grosse tumeur qui est peu sécrétante. À l'inverse, il peut s'agir d'une petite tumeur très sécrétante. Toujours la même valeur en fait du marqueur. Il peut s'agir d'une tumeur qui est volumineuse, mais qui est hétérogène, et c'est seulement cette partie qui sécrète. Il peut s'agir aussi d'une tumeur qui est nécrosée. Donc il n'y a pas de corrélation entre la taille de la tumeur et la valeur du marqueur tumoral. Ce qu'on cherche surtout, c'est la valeur de base, et le patient, quand il est pris en charge en oncologie, notamment en chimiothérapie, cette valeur de base, il faut la garder, et quand elle répond au traitement, il y a une baisse de la cinétique de du marqueur tumoral. Donc, ce qu'on doit chercher, on doit chercher en fait un marqueur tumoral qui doit être relargué dans la circulation sanguine ou dans les liquides biologiques pour pouvoir être dosé. Donc, ça commence toujours par une phase préanalytique, ce qu'on appelle stade de prélèvement. Il y a une grande variabilité structurelle entre les tumeurs, difficulté de dosage des marqueurs et la réactivité variable selon les techniques. Alors, vous aurez le même sérum, vous l'envoyez à 4-5 laboratoires, vous aurez des valeurs différentes. Alors, selon la sensibilité et la technique utilisée. Alors, la technique, ça dépend des anticorps monoclonaux. Ces anticorps monoclonaux recherchent des épitopes qui sont spécifiques à chaque molécule. Donc, c'est pour ça, ce qui est intéressant, quand vous avez un marqueur, il faut garder la même technique et le même laboratoire. Et la grande disparité intertechnique suivie dans le même laboratoire et l'obligation de conserver une fraction de sérum congelé pendant 2 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle les sérothèques. C'est les biologistes. Donc la sérothèque, il est importante parce qu'on peut revenir sur un sérum, admettons une année, 2 années après, pour pouvoir doser, ou alors chercher d'autres marqueurs qui n'étaient pas demandés à l'époque. Donc les prélèvements, ça peut s'agir d'un prélèvement sanguin, il peut s'agir d'urine, il peut s'agir de LCR ou de liquide d'épanchement. Souvent, enfin, ce qui est recommandé, c'est les tubes secs sans gel. Et de préférence à jeun, il y a une petite interférence en fait par rapport au repas. Donc de préférence au dosé, c'est une irritation. Alors, toute irritation du système digestif peut faire augmenter les marqueurs digestifs. Ça c'est important. Toute inflammation du système digestif peut faire augmenter les marqueurs tumoraux. Alors, les renseignements cliniques, c'est important. Est-ce que le patient est sous chimiothérapie? Est-ce qu'il y a une intervention chirurgicale qui a été réalisée chez le patient? Ça, c'est important parce qu'il y a un effet de pointe. On verra ça tout à l'heure. Et puis, pour le PSA, il y a des avis qui disent qu'il faut la faire à distance d'un toucher rectal ou d'une échographie. Donc, voilà, ça, il y a des avis. Il y a les dernières publications qui disent qu'il n'y a pas d'interférence quand on dose en fait un PSA après un massage prostatique. Voilà. Ça, c'est à prendre. Alors, on revient à l'effet pointe. L'effet pointe, c'est pour vous dire qu'après un acte chirurgical sur une tumeur, il y a un effet pointe. Le marqueur tumoral est relargué d'une manière excessive au niveau sanguin et ça donne un dosage qui est très élevé. Et là, on peut prendre ça comme un échec ou un échappement au traitement. Donc ça, il ne faut jamais doser les marqueurs tumoraux après un acte chirurgical. Il faut laisser une distance, en fait, 1 mois, 2 mois, pour pouvoir doser ces marqueurs. Et là, un exemple d'un patient qui est sous chimiothérapie, ça répond, puis après, on décide de l'opérer, il se fait opérer, et on a un effet pointe. Et ça peut être interprété de manière un peu, à côté, quoi. Donc, les recommandations pour le dosage, les dosages des marqueurs tumoraux pour un même patient doivent être effectués dans le même laboratoire avec la même technique. Un premier résultat supérieur aux valeurs usuelles doit être
vérifie sur notre prélèvement, c'est une règle. On trouve une valeur supérieure, on doit la recontrôler pour le patient pour pouvoir vérifier, annoncer en fait les résultats. Elle doit être interprétée en fonction du compte clinique et les autres examens qui sont demandés, aussi l'imagerie. Vous avez la clinique et l'imagerie. L'imagerie, il est très performante maintenant en oncologie. Donc la radiologie, on a vu tout à l'heure avec le professeur Touel des cas illustrés. Alors l'intérêt majeur de ces marqueurs tumoraux, c'est surtout, et ça vous retenez ça, c'est bon? Ouais, excusez-moi. Donc l'intérêt majeur de ces marqueurs tumoraux, c'est le suivi et le pronostic. Donc l'intérêt, ils ont un intérêt pas pour le diagnostic. Le diagnostic, il est anatomopathologique, clinique, anatomopathologique et l'imagerie, mais l'intérêt, la place actuelle de ces marqueurs, c'est le suivi et le pronostic. Donc une augmentation transitoire après chimiothérapie, c'est dû à une destruction tumorale massive. Diminution, ça signifie une efficacité thérapeutique, donc la diminution des marqueurs tumoraux après traitement chimiothérapie, ça signifie surtout l'efficacité du traitement. Et l'augmentation, ça fait une baisse d'efficacité, une récidive ou métastase. Donc l'intérêt majeur, c'est le suivi et le pronostic. Alors on va commencer par le cas le plus simple, c'est le cancer de la prostate. C'est le premier cancer en fréquence. 34% des cancers de l'homme et 19,5% de tous les cancers. Il touche un homme sur 6 entre 60 et 79 ans. C'est la deuxième cause de décès par cancer chez l'homme. Alors sans dépistage, a un coût. Prescrire PSA, c'est un coût. Donc en France, ça coûte pratiquement 600 à 700 millions d'euros par an, qui n'est pas négligeable. Ça fait 7 à 8 millions de dosages de PSA annuellement, et dont 30% sont prescrits après 75 ans. Donc pour le dépistage de cancer de prostate, ce qui est recommandé, c'est la clinique, le toucher rectal et un dosage de PSA. Donc si une anomalie est détectée, une biopsie que sera demandée par la suite pour confirmer le cancer. Et la biopsie, c'est un impact avec les stades de Gleason que vous connaissez, qui permettent d'évaluer l'agressivité de la tumeur. Alors, l'Association française des urologues incite les hommes de 50 à 75 ans à procéder à un dépistage. En cas d'antécédent familial, cet âge peut être raccourci. Donc, on peut recommander aux patients de faire le dépistage à 45 ans. Alors, sauf qu'actuellement, il y a une grande polémique scientifique et médicale autour de ce dépistage. Est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il n'est pas justifié? Donc là, on revient en question. Est-ce que le fait de dépister, de traiter, de demander PSA, on trouve un taux de PSA élevé, on va chercher les biopsies. Les biopsies, souvent, pratiquement, 30% ils sont positifs, souvent ils sont négatifs. Il y a des risques, les biopsies ont des risques d'infection. Et après, si on trouve ce cancer, il est traité. Est-ce que c'est un cancer qui mérite un traitement? Est-ce que c'est un cancer, ce qu'on appelle les cancers agressifs? Parce qu'un patient qui a un cancer de prostate, il peut vivre normalement avec ce cancer de prostate et mourir d'autres choses, mourir d'accidents cardiovasculaires plutôt qu'un cancer de prostate. Donc c'est ce qu'on appelle le surtraitement. Donc, ça, c'est reconnu mondialement maintenant. Il y a un surtraitement de cancer de prostate. Et puis les complications chirurgicales que vous connaissez. Donc il y a tout un problème autour de ce sujet de prostate. Donc c'est ce qu'on appelle le paradigme de la détection du cancer de prostate. Donc une population normale, pratiquement, donc il y a une hypertrophie bénigne de la prostate, et on fait ce dépistage, PSA toucher rectal, on trouve une population, voilà, on fait la biopsie, cancer de prostate. Mais réellement, ces gens-là qui ont le cancer de prostate, ils peuvent vivre normalement avec ce cancer. Mais ceux qui ont le cancer, en fait, le stade, enfin la forme agressive, ils sont rares, c'est pratiquement 30%, c'est ce qu'on appelle les cancers potentiellement agressifs. Alors, est-ce qu'on a un marqueur qui permet de reconnaître ces gens-là qui ont un cancer potentiellement agressif? Est-ce qu'on l'a en pratique? En fait, on va chercher un marqueur tumoral qui peut nous dépister dans le cancer de prostate, dans le cas de cancer de prostate, seulement les patients qui ont un cancer agressif. Les autres qui ont un cancer mais qui est indolent, qui ne va pas évoluer, on va le laisser tranquille. Alors, ce marqueur idéal, on ne l'a pas. Donc, on l'a pas. Il y a des marqueurs, en fait, comme on va voir ça, c'est l'index Phi et le ProPSA. Il y a le PCA3 qui cherche, en fait, à améliorer la spécificité du PSA, le dosage de PSA. Donc, les challenges de la détection précoce du cancer de prostate, d'abord, c'est de réduire le nombre de biopsies négatives initiales, qui sont demandées initialement, soit répétées. On fait une biopsie négative, on s'acharne, il y a une clinique qui parle, il y a un taux de PSA, donc on recommence à faire des biopsies, et puis voilà, il y a des complications de biopsie. Un autre objectif de ce challenge, c'est de réduire le surtraitement, donc limiter la détection des cancers indolents. Il ne faut pas les toucher, ces cancers indolents, et améliorer la détection des cancers agressifs, réellement agressifs, qui méritent un traitement.
Il y a deux grandes études qui étaient menées dernièrement, une grande étude américaine et une étude européenne sur 13 centres européens. Alors, les résultats, ils sont discordants. Ils sont discordants. Les Américains, ils disent qu'il n'y a pas d'intérêt. Ils n'ont pas remarqué qu'il y a une amélioration de la survie des patients qui sont traités, dépistés, traités pour cancer de prostate par rapport aux autres patients qui ne sont pas dépistés, qui ont le même âge, qui n'ont pas été dépistés. Donc, il n'y a pas de gain. L'étude européenne parle de gain. Alors, un gain pratiquement sur 1400 hommes dépistés et traités. Il y a 48 à traiter parce qu'ils avaient, pour éviter le décès. Donc, il y a 30% des cancers qui sont insignifiants. Par contre, l'étude américaine, il n'y a pas de différence en mortalité spécifique à 7 ans. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est quoi ce PSA? Donc, c'est une glycoprotéine sécrétée par les cellules épithéliales de la prostate. Elle est présente dans le sperme à concentration élevée. Donc, son rôle, c'est de liquéfier le sperme. Donc, il est présent sous deux formes PSA total et PSA libre. Alors, le problème de dosage de PSA, c'est le problème de standardisation et de seuil. Voilà. Est-ce qu'on a les mêmes techniques? Alors, il y a deux étalons. Il y a l'étalon international de l'OMS et puis il y a le standard Hybritech, le standard Hybritech avec une valeur de PSA souvent 20 à 30% plus élevée que le standard OMS. Donc, le seuil. Alors, il y a un seuil. Classiquement, on retient le seuil de 4. Alors, à partir de 4 nanogrammes par ml, on dit que le PSA est positif. Et ça, c'est faux. Non, ça, c'est faux. Il faut interpréter le taux de PSA en fonction de l'âge. Alors, moins de 49 ans, il faut exiger un taux inférieur à 2,5. Entre 50 et 59 ans, inférieur à 3,5. Entre 60 et 69 ans, inférieur à 4,5. Et entre 70 et 79 ans, doit être inférieur à 6,5. La notion de 4, c'est une notion qui est fausse. Donc, les limites de PSA, donc le problème, c'est d'abord une manque de spécificité et qui n'est pas spécifique d'organes, qui n'est pas spécifique, non, il n'est pas spécifique de cancer, mais il est spécifique d'organes. Donc, alors, il est élevé, en fait, aussi. Le taux de PSA, il est élevé dans les prostatites. Donc, un taux de PSA élevé, avec une douleur, il faut penser à une prostatite. Donc, les biopsies prostatiques, quel seuil de PSA pour décider une biopsie? Alors, sachant que la sensibilité est insuffisante, puisque 75% des cancers de PSA, un cancer de prostate, ont un taux de PSA supérieur à 4. Donc, il y a un problème d'interprétation. Donc, ce manque de spécificité de PSA, il y a 25% des valeurs en amont de PSA ont une biopsie positive. Seulement 25% des biopsies positives à un taux de PSA supérieur à la normale. Donc, on doit chercher d'autres marqueurs plus performants en matière de spécificité. Alors, le premier marqueur qui a été décrit récemment, en fait, c'est le pro-PSA. C'est un précurseur de PSA qui est relargué dans les extrémités en fait, de la zone tumorale, dans la circulation sanguine. Et puis, à la société Beckman, ça c'est récent, ça c'est en 2012, ils ont mis en place un calcul logarithmique qui tient compte du taux de PSA total, PSA libre, et de ce pro-PSA pour calculer ce qu'on appelle un index phi. En fait, c'est un outil en plus. Vous avez toucher rectal, vous avez la clinique toucher rectal, vous avez le PSA, et là, vous avez en plus un index phi qui permet de vous orienter. Est-ce que, surtout lorsque le taux de PSA est entre 2 et 10, et vous avez un toucher qui n'est pas trop parlant, il y a une hésitation. Est-ce qu'on va prescrire les biopsies ou on ne va pas vers la voie des biopsies? Donc cet index phi, il y a un seuil. Donc entre 0 et 21%, il y a 8,4% de probabilité d'avoir un cancer. Entre 21 et 40 d'index phi, on a 21%. Et supérieur à 40, il y a 44% d'avoir un cancer. D'où on s'oriente vers les biopsies. Donc, ce qu'on retient pratiquement, c'est un seuil de 23. Nous, on est à 23. Techniquement, au-dessus de 23, il faut aller vers les biopsies. Moins de 23, voilà, c'est à voir, mais généralement, ce n'est pas trop conseillé. Donc, c'est ça. Ça va nous orienter. Est-ce qu'on va aller vers la biopsie ou non-biopsie? Un autre marqueur, c'est le PCA3, qui a une très forte spécificité d'expression dans le tissu cancéreux prostatique. C'est une surexpression dans le cancer de prostate quasi constante, 95% des échantillons testés. Donc, c'est de l'ARN messager de PCA3 qui est dosé dans les urines après un massage prostatique. Massage prostatique, on recueille les urines et c'est par une technique de PCR, on fait une quantification de l'ARN messager de PSA, l'ARN messager de PCA3. Il y a un ratio qui est fait. L'intérêt de l'ARN de PSA, c'est c'est un standard en fait, c'est un contrôle que le prélèvement a été bien fait. Et ce score, le score retenu pour le PCA3, c'est 35. Alors au-dessus de 35, il
forte probabilité de biopsie positive. Moins de 35, il y a une faible probabilité de biopsie positive. Donc, on a la clinique, on a le PSA, on a ces nouveaux marqueurs, l'index FI pour PSA, on a le PCR3, et puis actuellement aussi, il y a la place de l'IRM. Donc, l'IRM, quand il est bien fait, il peut détecter le petit tube, un petit cancer prostatique, et puis il y a l'aspect radiologique. Donc ça, c'était pour le PSA. Donc on arrive un peu, on va dire un petit mot sur les marqueurs tumoraux dans le système digestif. Ce que vous connaissez très bien, c'est le cancer colorectal, c'est l'ACE et le CA19-9. L'estomac, c'est l'ACE. Et puis le pancréas, classiquement, c'est le CA19-9. Alors l'ACE, ce qu'on appelle l'antigène carcinome pulmonaire, c'est une glycoprotéine de haut poids moléculaire. C'est un antigène oncofétal, normalement présent dans l'intestin et foie de pancréas autour des deux premiers mois de la vie. Augmentation exprimée dans le nombre adénocarcinomes, notamment colorectaux, mammaires, ovariens, utérins, branches et vessie. Donc il n'y a pas de spécificité. Son dosage, il est immunologique, il est valeur usuelle de 3 à 5 nanogrammes par ml. Alors quel est l'intérêt de l'ACE? Alors l'intérêt de l'ACE, d'abord rechercher en fait le type tumoral, c'est l'adénocarcinome colorectal. Dans le dépistage, non. Est-ce qu'on dépiste un cancer colorectal par l'ACE? Non. Le diagnostic, non. Pronostic, oui. Un taux élevé, de mauvais pronostic. Thérapeutique, oui. La surveillance, oui. Donc, pas de valeur diagnostique. Il y a de faux positifs qui sont nombreux. D'abord, le tabagisme. Un taux d'ACE augmenté, ce genre tabagique, est tout à fait normal. Donc, on doit poser la question au patient, est-ce que vous fumez? Le tabac fait augmenter l'ACE. L'alcoolisme avec cirrhose, les pathologies inflammatoires digestives. Alors, toutes les pathologies inflammatoires digestives peuvent augmenter l'ACE. Et ça, c'est un élément capital dans l'interprétation. Souvent, vous recevez les patients qui sont affolés. Ils ont trouvé un taux d'ACE très élevé, ils ne sont pas rassurés, il faut les rassurer. Parce que là, la suite, c'est quoi? C'est d'aller vers l'imagerie, scanner, IRM, endoscopie. À la fin, on ne trouve rien. On dit, voilà, c'est l'erreur de laboratoire. Alors, tout simplement parce que la prescription n'était pas bien faite, n'est pas adéquate, n'est pas justifiée. On ne va pas dépister un cancer colorectal par une prescription d'ACE. Et deux, c'est l'interprétation qui n'est pas bien faite. Donc, il faut rassurer les patients. L'inflammation du système digestif peut faire augmenter les marqueurs tumoraux. Donc, une concentration sérique initialement élevée de l'ACE est un facteur de pronostic défavorable. Donc, l'intérêt pronostic, c'est important. Alors, le ACE, c'est le marqueur tumoral le plus sensible pour la détection des métastases hépatiques des cancers colorectaux. Alors, couplé aux phosphatase alcaline, gamma-GT, l'échographie, il augmente la sensibilité à 100%. Donc, une échographie hépatique normale plus ACE pathologique est une indication pour des investigations complémentaires. Alors, c'est le premier indicateur de récidive dans 65% des cas et c'est un marqueur de choix pour surveiller les patients atteints de cancer colorectal. Il est exceptionnel qu'un cancer à concentration sérique initiale d'ACE élevée rechute sans augmentation du marqueur. Ça, c'est important parce qu'il y a ce qu'on appelle des tumeurs non sécrétantes. On se dit, tiens, une tumeur, on a le diagnostic. Le taux d'ACE n'est pas augmenté, on surveille, puis ce n'est pas augmenté, puis on l'oublie. Il ne faut pas l'oublier parce qu'une tumeur non sécrétante au début, initialement, peut devenir sécrétante par la suite. Donc il faut continuer à demander cet ACE, même si c'est le normal. Donc on arrive au cas des hépatocarcinomes. Donc le marqueur de choix, c'est l'AFP, c'est le marqueur validé pour le carcinome hépatocellulaire et aussi pour les tératomes vésiculaires. Donc il est synthétisé par les membranes vitellines du foie et l'intestin du fœtus. Concentration normale doit être inférieure à 10 microgrammes par litre. Et l'augmentation dans les hépatocarcinomes, dans les tumeurs germinales et de tumeurs de pancréas et de l'estomac. Alors seulement dans 50% des patients qui ont un cancer, un carcinome hépatocellulaire sans cirrhose. Donc un taux, là c'est important, un taux d'AFP supérieur à 500 chez un patient sérotique doit vous orienter vers un hépatocarcinome, c'est pratiquement quasi certain. Un taux supérieur à 500, c'est un patient qui a une cirrhose du foie. Un taux entre 50 et 500 va vous inciter à demander d'autres investigations complémentaires. Donc le dosage se fait au niveau sanguin, dans les liquides d'épanchement. On insiste aussi à une élévation non spécifique dans les pathologies hépatiques, notamment les hépatites aiguës chroniques et cirrhoses, et dans les pathologies cancéreuses, notamment les métastases hépatiques et dans les tumeurs testiculaires germinales non sénomateuses. Alors, on arrive au pancréas. Le marqueur de choix pour le cancer de pancréas, c'est le CA19-9. Donc, c'est un carbohydrate associé à des tumeurs de pancréas. Il est non sécrété
Non sécrétés, les personnes du groupe, chez les personnes du groupe sanguin Lewis A négatif et B négatif, son dosage peut se faire au niveau sanguin, au niveau des liquides d'acide. La valeur de référence doit être inférieure à 37. Une augmentation dans les tumeurs de tractus gastro-intestinal, surtout le pancréas, couplé à l'ACE. Donc, le couple ACE-CA19-9, c'est demandé en fait pour le suivi des cancers du pancréas. Et on peut assister aussi à des augmentations qui sont non spécifiques dans des pathologies digestives, notamment les pancréatites aiguës, les cholécystites, ça c'est important, les pathologies pulmonaires, dans les pathologies cancéreuses, notamment des voies biliaires, du côlon, du rectum, de l'estomac. Donc j'insiste, une augmentation de CA19-9 n'oriente pas spécifiquement vers un cancer de pancréas. Il faut rassurer les patients. Il faut leur dire qu'il y a des états inflammatoires qui peuvent... je conclue pas, il reste deux positifs. On arrive au cancer de l'estomac, c'est le CA72,4 qui peut vous orienter dans le suivi des cancers de l'estomac. Les cancers testiculaires, d'abord les tumeurs germinales non séminateuses, là c'est l'AFP, l'ACG. J'insiste, ce n'est pas le bêta-ACG demandé chez la femme, c'est l'ACG libre. Demandez l'ACG libre. Et puis les tumeurs germinales séminateuses, la même chose. L'intérêt diagnostique, facteur pronostic et dans la surveillance thérapeutique et le suivi. Les cancers thyroïdiens, il y a la thyroglobuline qui est excellente pour valeur prédictive négative avec une surveillance thérapeutique. On assiste aussi à des élévations non spécifiques de la thyroglobuline à l'occasion d'une pathologie thyroïdienne, de palpation de la thyroïde. Faites une échographie thyroïdienne avec une palpation, ça peut faire augmenter la thyroglobuline. Ça, c'est important. Et puis les cytoponctions, tous les gestes invasifs de la thyroïde peuvent faire augmenter ce marqueur. Les carcinomes médulaires, c'est la calcitonine. Et il peut être augmenté aussi dans des cas comme l'éthylisme, les grossesses, les thyroïdites, l'insuffisance rénale, les atteintes hépatiques et tumorales, notamment le cancer du sein, prostate, tumeurs non endocriniennes. La bêta-2-microglobulline, c'est un marqueur aussi qui est intéressant en hématologie, notamment pour les syndromes lymphoprolifératifs malins, les lymphomes et les myélomes, les leucémies lymphoïdes chroniques. Il peut demander aussi en médecine interne, notamment les maladies inflammatoires, les hépatites virales et les mononucléoses infectieuses et l'insuffisance rénale. Le CA125 que vous connaissez, surtout pour le cancer de l'ovaire. Donc l'intérêt, c'est le suivi. Il n'est pas spécifique de l'ovaire. Il peut être augmenté dans des pathologies dans la grossesse, des pathologies bénignes, notamment les tumeurs ovariennes. L'endométriose, il peut faire augmenter le CA125. Alors, un CA125 augmenté, ça ne veut pas dire que c'est une tumeur ovarienne. Voilà, faites votre examen clinique correctement et puis rassurez la patiente surtout. Alors, on peut la retrouver aussi dans d'autres pathologies ovariennes, le cancer du pancréas, cancer du côlon, des voies biliaires, les métastases péritonéales. Le taux, c'est de supérieur à 30 unités par ml. Alors, il y a un autre marqueur pour les ovaires, c'est le HO4, qui augmente la spécificité de CA125. Sachez que ça existe, c'est un nouveau marqueur pour les tumeurs ovariennes, c'est l'HO4. Alors, en conclusion, bien connaître les limites des marqueurs et les utiliser à bon escient. Il existe beaucoup d'autres marqueurs. Alors actuellement, les nouvelles technologies, notamment la cytogénétique, la biologie moléculaire et les protéinimiques et le séquençage à haut débit, nous vont donner en fait de nouveaux outils qui vont nous aider au diagnostic en fait, en oncologie. Ce sont des outils qui sont très performants pour le dépistage et prise en charge des pathologies cancéreuses. Alors sachant qu'aussi à l'avenir, l'approche personnalisée du cancer s'inscrit dans une démarche claire, comment donner le bon médicament au bon patient, à la bonne dose et au bon moment. Donc chaque cancer est biologiquement différent et chaque patient est génétiquement différent. Je vous remercie.